Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Le ballon sera pour Nicolas. Oui, champion olympique. Le 7 août 2021, Kevin Tilly décroche l'or olympique avec l'équipe de France de volley-ball. Fils et petit-fils de volleyeurs professionnels, il s'est formé loin des siens avant de décrocher le premier titre olympique des Bleus sous les ordres de son propre père. Kevin Tilly, bonjour. Merci de passer ce moment avec nous. Elle est rangée où, votre médaille d'or ? Faut pas le dire en général. Ah d'accord, c'est un secret. Non, bah, là, elle est en Pologne, chez moi, à Varsovie, à côté de mon lit. Vous la regardez ? Je la vois pas, non, je la vois pas, elle est dans le tiroir. D'accord, parce que j'allais vous demander si vous la regardiez souvent, de temps en temps quand même ? Plus trop. Là, ça fait un moment que je l'ai pas sortie. Mais c'est vrai que pendant une année ou deux après, les gens demandent beaucoup, donc on la sort beaucoup. Donc c'est pour les autres ? C'est plus pour les autres, ouais. Vous êtes né le 2 novembre 1990 à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. C'est le camp de base de la famille, Cagnes-sur-Mer ? C'est ça, c'est là où on se retrouve tous l'été, quand on peut, une semaine par an. De temps en temps. La famille, elle va évidemment être très présente dans ce podcast. On va la présenter. Votre maman, Caroline Keulen, elle était internationale hollandaise de volley, quintuple championne des Pays-Bas. Au championnat d'Europe de volley aux Pays-Bas en 1985, elle rencontre Laurent Tilly, votre papa. C'est une magnifique histoire, qui lui était joueur professionnel, 406 sélections en équipe de France, il sera l'entraîneur des Bleus du volley. Et puis votre grand-père aussi, Guy, qui était champion de France de volley en 1959. Votre oncle, Patrice, lui, il fait du water-polo. Et vos deux frères, Kim et Kylian, qui sont basketteurs pro. La vache, quelle famille! Vous êtes bien renseignés. Il y a même des choses que des fois j'oublie. C'est impossible de ne pas faire du sport quand on s'appelle Tilly. C'est ça. Ben, on a grandi dans le sport et sans forcer, on devient sportif. Donc on a présenté la famille, on va revenir aux Jeux Olympiques. C'est quoi votre première image de Jeux Olympiques à la télévision ou... Je pense que c'est le volley, je me rappelle du volley. Et c'est surtout quand les gens me parlaient de mon père, on me racontait que voilà, il avait fait les 2 Jeux Olympiques en 88 et en 92 et que c'était extraordinaire de faire les Jeux Olympiques. Et donc petit à petit, c'est comme ça que j'ai suivi les Jeux Olympiques. Mais en France, c'est quand même énorme. Enfin, les Jeux Olympiques, c'est énorme et donc beaucoup de monde suit. Vous faites littéralement vos premiers pas en Italie parce que votre père évolue là-bas. Vous grandissez dans un gymnase en fait. C'est ça. Tous les week-ends, même dans la semaine pour voir les entraînements. Mais tous les week-ends, on était dans une salle de volley. Alors, dans une salle de volley, mais vous faites pas que du volley, vous, quand vous êtes jeune. Non. Un peu de basket ? J'ai fait beaucoup de basket, ouais. J'ai commencé par le tennis à Paris, au PUC. J'étais fan de Roland Garros quand j'étais petit. D'accord, je peux l'entendre. et puis, voilà, il y a eu ce match des Chicago Bulls à Paris, en 97. On n'était pas allés, mais mon père était allé. Il nous avait ramené des casquettes et des pulls des Chicago Bulls. Et voilà, on est devenu fan de Michael Jordan avec mon grand frère. Et quand on est allé dans le sud, on a déménagé dans le sud, on a commencé à faire du basket. Mais finalement, vous avez choisi le volley. Ou le volley vous a choisi ? Je pense que c'est plus le volley qui m'a choisi. J'étais beaucoup plus petit que mon grand frère. Je précise que vous faites 1m98. Ouais, on va dire 2 mètres. Je dis 2 mètres. D'accord, pardon. Je précise que vous faites 2 mètres. Ouais, il s'écrit 98, c'est vrai que ça change tout le temps. Je dis 2 mètres, c'est plus facile. Surtout que j'ai un frère de 2m10 et de 2m8. Ok. Donc je peux pas dire 98. Non, pardon, c'est vrai. Mètres. Je comprends. Ouais, donc en fait, j'étais assez petit en grandissant. J'étais toujours le plus petit dans mon équipe de basket. J'étais le meneur, le plus maigre, le plus petit. Et le basket, c'est assez physique, c'est assez difficile. Et ma mère n'aimait pas que je tombe tout le temps par terre. Et puis petit à petit, à l'école, j'ai des copains qui voulaient faire du volley. Et on s'est mis ensemble à l'UNSS et ma mère qui nous coachait. Et ce groupe est passé en club. Et à Cagnes-sur-Mer, et on a continué comme ça. Donc c'est grâce à des copains en fait. Vous avez 14 ans à peu près quand vous entrez à l'US Cagnes-sur-Mer. Puis à 17 ans, vous quittez le nid. Alors vous n'allez pas très loin pour commencer puisque vous allez au Centre national du volley. C'est à Castelnau-le-Lay.
C'est à Montpellier, ouais. Dans l'Hérault, oui. Ouais, ça s'appelle le CNVB, c'est le Centre National. Donc, il y a tous les jeunes, les meilleurs jeunes de France qui vont là-bas en général. Vous êtes champion d'Europe avec l'équipe de France junior. On est en 2009. Vous décidez ensuite de déménager, mais de déménager loin cette fois, puisque vous prenez la direction du Canada, près de Vancouver, Canada, puis derrière les États-Unis. Racontez-nous pourquoi ce choix, pourquoi aussi loin ? Alors, c'est un choix. En fait, mon père en grandissant, nous avait toujours parlé des universités américaines. C'était quelque chose qu'il avait voulu faire en grandissant, mais qu'il n'avait pas pu. C'était peut-être compliqué à l'époque, mais il était allé faire des matchs aux États-Unis, à UCLA, etc., avec l'équipe de France, et il avait trouvé ça incroyable. Du coup, mon grand frère a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, à Utah, au Utah Utes. Il a joué 4 ans là-bas. Et moi, forcément, en allant voir ces matchs et en allant visiter les États-Unis, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai voulu faire la même chose, mais au volley. Puis je suis passé par le Canada parce que il y a des règles un peu compliquées en NCAA. C'est le championnat universitaire américain. Ouais, le championnat universitaire. Il y a plein de règles. Il faut rester amateur à tout prix. Il faut respecter les notes du lycée en arrivant. Il faut avoir des bonnes notes, quoi. Il faut avoir des bonnes notes, mais j'ai eu un bac S, tout juste, tout pile. Du coup, c'était un peu compliqué, donc je suis passé par le Canada, où j'ai passé 2 années géniales. Et j'ai même rencontré ma femme là-bas, donc ça s'est bien passé. Et après 2 ans, j'ai voulu changer un peu pour voir, et j'ai envoyé des emails, des vidéos aux universités américaines. Et il y a l'université de UC Irvine, qui est en Californie, sud de la Californie. Ils m'ont recruté directement, et quand je suis allé faire la visite, j'ai même pas hésité. J'ai dit oui de suite, parce que je me suis retrouvé à faire 2 jours chez les étudiants dans une maison au bord de la plage à Newport Beach, en me réveillant avec des dauphins qui sautaient dans la mer. J'ai fait c'est bon, je viens. Ah oui, là on est loin on est loin, même si le sud de la France est superbe, on est quand même un petit peu loin, et surtout on est loin d'un endroit où vous risquiez les comparaisons avec votre père. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de partir, et c'était ma première année quand je suis arrivé, donc l'été. On gagne le tournoi avec mon équipe. C'est le plus grand tournoi de beach, je crois, au monde. Et les gens allaient voir mon père en me disant « Ah, mais vous êtes le père de Kevin, ah, c'est génial !» Alors que ça a toujours été le contraire. J'ai toujours été le fils d'eux. Et c'était la première fois où les gens disaient que c'était le père d'eux. Donc ça m'avait fait du bien. Mais après, c'est redevenu fils d'eux de toute façon, après, quelques années après. Donc... Mais à cette époque, vous intégrez aussi l'équipe de France. C'est ça. En et 2012. Plus en junior. Hein. Non, c'est ça. Et vous vous souvenez de cet appel de Philippe Blin, qui était sélectionneur à l'époque, pour vous dire ça y est, Kevin, c'est bon, tu es en équipe de France. Quand en 2012, j'ai été pris pour faire la World League, c'était un rêve. Surtout que je venais de gagner le titre universitaire, donc c'était aussi incroyable. Je faisais une année géniale et j'enchaînais là-dessus, donc... Ça s'est fait rapidement, mais voilà, c'est... 2012, très belle année. Ouais. Vous êtes donc la 3e génération de Tilly en équipe de France. C'est ça. C'est lourd ? J'ai l'impression que la pression, là, depuis qu'on est né avec mon frère, donc on s'en rend pas trop compte. J'ai toujours grandi en pensant que j'allais jouer en équipe de France, donc ça n'était pas choquant, en fait. C'est comme si ça devait se faire. On a l'impression que c'est hyper naturel. Ouais, mais heureusement que ça n'a pas été mon père parce le premier coach. Voilà, on va préciser que vous êtes arrivé quelques mois avant que ce soit votre père qui prenne la tête de cette équipe de France en tant qu'entraîneur. Il y a quand même eu ces quelques mois où on ne pouvait pas vous enlever votre légitimité en quelque sorte. Ouais, je pense, parce que j'avais fait une fin de World League en 2012, où j'avais commencé à être titulaire sur les matchs et bien joué. Et donc, quand mon père est arrivé, il devait me sélectionner au moins pour les stages. Et après, une fois que je suis sur les stages, c'était à moi de jouer, de montrer mon niveau, quoi. Je pense que si j'avais pas été en équipe de France avant, mon père et moi, j'aurais jamais sélectionné en stage, quoi. Je pense, oui, par peur j'aurais peut-être pas osé, je sais pas. Ça aurait été peut-être compliqué. Et il est comment le regard des coéquipiers ? Vous l'appelez papa ? Non, jamais. C'est dur, hein. En fait, je l'appelle jamais. D'accord. Parce que je sais pas comment l'appeler. Je vais pas l'appeler Laurent. Non. Je vais pas l'appeler papa devant tout le monde, donc je l'appelais jamais. Mais c'était toujours la difficulté un peu. Mais après,
comme j'ai eu de la chance d'être avec des joueurs que je connaissais aussi, ça s'est passé assez facilement et les joueurs ont été très gentils avec moi. Puis, enfin, vous avez 22 ans, vous n'êtes pas dans un groupe d'adolescents et tout le monde comprend la situation. Il n'y a pas eu des regards d'un air de dire oui, c'est le fils du coach, quoi. Ouais, en tout cas, contre moi, enfin, directement vers moi, ça s'est jamais fait. Donc, les joueurs ont été gentils, quoi, avec moi. Ça s'est très bien passé. Après, c'est sûr, je pense qu'il y a des gens, même les gens qui regardaient, qui le disent toujours, même, mais au moins, moi, je l'ai jamais vraiment ressenti. La seule chose que j'ai ressenti, moi, c'est que mon père était toujours dur contre moi, plus dur. Bref, ça a été difficile, mais petit à petit, on s'est habitué quand même. Faire la différence entre coach et père, quoi. Et c'était, du coup, plus facile pour qu'il n'y ait pas de problème avec les autres joueurs, quoi. C'était le seul moyen ? Bah, je pense que ouais. C'était dur, hein. C'était dur pour moi, mais bon, après, c'était comme ça, quoi. C'était mieux comme ça. Et dans l'équipe, vous aviez Erwin Ngapet qui, lui aussi, autre grande star qui en équipe de France de volley, qui lui aussi avait été coaché par son père. Est-ce que c'est quelque chose c'est des échanges que, je ne sais pas s'il vous a dit, je sais ce que c'est Ouais, il m'a beaucoup aidé, surtout au début, Erwin et Genia, parce que Genia aussi était coaché par son père à Rennes, au club de Rennes. Et ils m'ont beaucoup aidé, et comme eux comprenaient vraiment la situation, il n'y avait vraiment aucun problème avec eux, et ils ont toujours plus rigolé qu'autre chose, donc ils se moquaient toujours un peu, donc c'était sympa. C'est le meilleur moyen de désarmer ce genre de situation. Pendant les fêtes de famille, on parle volley ? Alors, pendant les 10 ans d'équipe de France, non. Maintenant, on peut. D'accord, c'était une règle c'était pas une règle, mais dès que ça parlait volley, on commençait à s'embrouiller, donc fallait arrêter direct. Donc il fallait pas. Mais maintenant on peut parler. Maintenant pendant les fêtes on peut. Mais comme j'ai 2 frères basketteurs, ça parle aussi beaucoup basket. D'accord, on est plus passé. Mais mes parents qui pensent connaître le basket essayent de parler basket et c'est compliqué. Surtout ma mère. Faut qu'il reste sur le volley. Voilà. Vous rentrez en Europe en 2013, mais pas en France. Vous continuez votre tour du monde et vous allez en Italie. C'était le premier championnat que vous aviez vu en fait en tant qu'enfant. C'est surtout le meilleur championnat d'Europe. On peut le dire comme ça. La Ligue italienne, le meilleur championnat d'Europe. À cette époque, c'était surtout l'Italie, je pense. C'était l'Italie et c'était le rêve aussi. C'était le rêve de jouer en Italie. Donc, de passer directement à l'université à championnat italien, c'était un énorme pas. Et heureusement, encore une fois, j'étais avec Benjamin Tenuti. Et donc, ça aide beaucoup d'avoir des gens qu'on connaît et un Français dans l'équipe en Italie. Donc, c'était vraiment génial. Vous avez souvent été séparés géographiquement de votre famille. Très souvent, vous étiez chacun dans un pays. Comment est-ce que vous faites pour rester un clan aussi uni ? La technologie. Il y avait Skype, maintenant il y a FaceTime, il y a WhatsApp. Donc on se parle énormément, on s'envoie beaucoup de photos, de vidéos. On s'appelle de temps en temps, donc ça aide beaucoup, heureusement. Et puis on a tous les abonnements surtout pour tous les matchs de chacun, donc on regarde nos matchs, on en reparle derrière, Mais les basketteurs, qu'est-ce qu'ils y connaissent au volley ? C'est ça. Moi, c'est pareil avec le basket, j'en parle et je comprends rien, donc je leur pose des questions, ils me posent des questions, mais tous les jours, il y a un message sur le groupe famille, sur le groupe des frères. J'ai un groupe frère aussi, d'ailleurs. C'est un groupe frère et famille. Faut faire attention à ce qu'on écrit. Voilà. Faut pas se tromper de groupe. Donc, il se passe tellement de choses dans nos vies qu'on parle énormément, quoi. On va directement en 2015. Vous jouez en Turquie, mais c'est en bleu que l'histoire est la plus belle. Cette année-là, vous remportez le premier titre de l'histoire de l'équipe de France. Je répète ça, le premier titre de l'histoire pour l'équipe de France. Vous êtes champion d'Europe avec votre père pour entraîneur, et vous remportez également la Ligue mondiale. C'est la Ligue mondiale, pour expliquer, c'est un petit peu comme être champion du monde. La Ligue mondiale, c'est tous les ans, donc ils ne le considèrent pas comme champion du monde, mais c'est les meilleures équipes du monde qui jouent tous les ans dans un tournoi, donc pour nous, c'était ça. Pour nous, à ce moment-là, oui, on était champion du monde, quoi. Et on en rêvait depuis... on a toujours rêvé en grandissant la Ligue mondiale, parce que surtout, en tant que volleyeur, avec des rémunérations un peu plus basses que dans d'autres sports, à la clé de la Ligue mondiale, il y a $1 million. D'accord. Qu'on se partage avec la fédération et entre joueurs. Staff, mais c'est quand même d'avoir le chèque de 1 million devant nous, c'est notre rêve. Et donc là, champion d'Europe en plus. Et voilà, et champion d'Europe après. Donc en fait, le premier titre, c'était la Ligue mondiale.
On fait presque un sans faute sur toute la Ligue mondiale et c'était vraiment incroyable. Quel parcours! Une seule défaite! Merci! Merci, messieurs! Et d'enchaîner sur un championnat d'Europe et gagner des championnats d'Europe, pareil, qui est un rêve. Kevin Tilly qui va chercher les mains! Oh, c'était une année dingue. Toniuti, Elboren Capel! C'est pour un point complètement dingue! Erwin Capel! La France est championne d'Europe pour la première fois de son histoire! Ça reste une histoire de famille puisque ces titres, vous les remportez aussi avec votre père sélectionneur. Ouais. En le regardant maintenant, c'est fou, hein, mais c'est vraiment génial de pouvoir dire qu'on a gagné ensemble, quoi. Parce que passer 10 années sans gagner, ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué, je pense. Et est-ce qu'il y avait une façon, je ne sais pas, une pression particulière que vous vous mettiez, vous, pour ne pas décevoir votre père? Oui, aussi, parce que quand on a notre père en tant que coach, on n'a pas envie de décevoir, ça c'est sûr. Mais aussi, il faut montrer que sur le terrain, on est meilleur que les autres pour rester sur le terrain. Donc, fallait toujours être à 100% tous les jours aux entraînements, au match. Et quand on s'arrête jamais, c'est dur. C'est très, très dur. J'ai eu une blessure qui m'a fait que j'ai dû m'arrêter quelques mois. Et c'était en 2017. Luxation d'épaule, et du coup je me suis arrêté, je me suis fait opérer des genoux, de l'épaule, et en revenant ma carrière a un peu changé, ou dans le sens où physiquement je me sentais beaucoup mieux et j'arrivais vraiment à jouer sans problème, à me contrôler, à comprendre mon corps, et aussi avec mon père on commençait à s'habituer à se connaître mieux en tant que coach père, et donc ça a été plus facile sur les années qui arrivaient après, quoi. Et votre mère dans tout ça, dans cette relation Elle était toujours pour moi. c'est une maman. Elle était derrière moi. Elle engueulait toujours mon père. Donc, même quand je jouais mal, etc., elle disait mais non, il faut le faire jouer. Donc, ma mère, elle était toujours derrière moi. Ça a toujours été comme ça. Donc, Une vraie maman. À cette période-là, ça fait déjà quelques années qu'elle est en place, la fameuse Team Yavbou. Ouais, c'était ça. C'était plus à l'époque, ouais. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Moi, c'est... Je sais plus de ses sorties, mais je crois que c'était en 2013. 2013, oui. Ouais, 2013. On était vraiment tous très jeunes. Et on gagnait quelques matchs dans la Ligue mondiale. Et on est parti au Brésil, où on avait, je pense, pour nous, le Brésil, c'est comme au foot, c'est le Brésil à l'époque. Et si on jouait au Brésil, gagner au Brésil, pour nous, c'était impossible. Et on bat les Brésiliens au Brésil, et depuis, petit à petit, on disait que c'était le terme, je sais pas si on peut le dire, mais bouillave. Et on va les écraser, quoi. Voilà, on les écrase, on écrasait tout le monde, tous les matchs, et on avait peur de personne. On voyait qu'on était capable de battre le Brésil au Brésil, donc on était capable d'écraser tout le monde. Et petit à petit, ça s'appelait la team, et c'est resté la Team Yavbou, et même dans les médias, les journaux, les gens nous appelaient comme ça, donc c'était assez marrant. On va y rester au Brésil justement. En 2016, c'est l'année des Jeux Olympiques de Rio. Ils se disputent du 5 au 21 août, et ce sont vos premiers Jeux. C'était un rêve d'enfant d'aller aux Jeux. Ouais, c'est un rêve quand on grandit en tant que volleyeur, en tout cas même pour sportif, quoi qu'il arrive, les Jeux Olympiques c'est le Graal, et on rêve tous de participer aux JO et après de gagner une médaille, mais d'y participer, c'est déjà le rêve, quoi. Quand vous arrivez sur place à Rio, que vous voyez l'ambiance des Jeux, vous ressentez quoi? Le plus dur au volley en Europe, c'est de se qualifier. Donc on avait un sentiment déjà d'avoir fait ce qu'il fallait faire, mais c'était l'erreur un peu de ce groupe-là à ce moment-là. On est arrivé dans une mentalité, je pense, un peu trop tranquille, en pensant qu'on allait continuer à jouer notre jeu comme on faisait sur l'année précédente et rouler sur tout le monde. Mais aux Jeux Olympiques, les équipes et les joueurs ont un niveau au-dessus. C'est les Jeux. C'est les Jeux, et du coup, le niveau était vraiment incroyable à ce moment-là. Et les matchs étaient fous, et on est tombé sur une poule très, très difficile, et on finit par un match mort subite, en fait, contre le Brésil. Et le dernier match de poule, celui qui gagnait passait. Et on était à Rio. On était à Rio, le Brésil a fait un très bon match, et eux ont fini champion olympique derrière. Donc on était quand même à un bon niveau, mais je pense un peu le manque d'expérience
voir le village, voir tous les athlètes, voir ce qui se passe. Enfin, c'était nouveau pour nous et on s'est un peu perdu dedans peut-être. Il y avait votre frère qui était là aussi. Il y avait mon frère, ouais. Donc, les 3 Tilly. Ouais, il y avait mon père, mon frère et moi. La défaite a été très dure, mais malgré ça, j'ai pu voir mon frère jouer au JO. Contre les USA, je suis allé voir le match. On était déjà éliminés à ce moment-là, mais on pouvait aller voir des matchs à droite à gauche. Donc, je pouvais aller à l'étage des basketteurs et parler avec Kim et passer un peu de temps avec Kim. C'était sympa pour moi, quoi. Il se dit quoi après ces Jeux Olympiques de 2016 en équipe de France ? Est-ce qu'il y a une remise en question ou est-ce qu'il y a ce sentiment de maintenant on connaît le chemin et les prochains ils sont pour nous ? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. On s'était dit qu'on y retournera et qu'on fera mieux. Ça a été un chemin très très difficile encore sur les 4 années d'après. Parce que aussi il y a des joueurs qui s'en vont, qui vieillissent, qui changent, il y a des changements de génération, il y a des jeunes qui arrivent. Vous êtes blessé, vous l'avez dit en 2017. Ouais. Il y a les blessures et on vieillit. Et donc c'est pas facile, mais on a peut-être l'expérience du coup qui arrive. Donc, en tout cas, on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché de vue les Jeux Olympiques de Tokyo, quoi. Parce que l'idée, c'est quand même de rester dans des championnats qui sont compétitifs. Vous partez en Chine. Ouais. Est-ce que c'est la possibilité d'apprendre autre chose ou c'est toujours Kevin Tilly, le globetrotter, vous arrêtez jamais en fait? Ouais, c'était un peu ça, le globetrotter, mais aussi c'était l'année où j'ai eu mes opérations. C'était l'opportunité d'aller dans un championnat plus tranquille pour me remettre vraiment physiquement et prendre mon temps, et aussi l'opportunité de salaire beaucoup plus élevé. Donc il y avait tout d'un coup, donc j'ai même pas hésité à aller en Chine. Puis ces 2 années m'ont permis de vraiment me remettre bien physiquement et de reprendre ma confiance aussi. Puis après de retrouver un championnat élevé et avant les JO. Et ce championnat élevé, c'est l'Italie, puis la Pologne. Et puis la Pologne, c'est ça. Puis c'est l'année du Covid. Les Jeux de Tokyo doivent avoir lieu pendant l'été 2020 avec l'équipe de France en janvier de cette année-là. Vous vous qualifiez pour ces JO. C'était vraiment un tournoi très, 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 très difficile. C'est un tournoi de qualification. C'est un tournoi européen. Donc il y a les meilleures équipes européennes. Il n'y en a qu'un qui se qualifie. Ma fille venait de naître 2 jours avant. Donc je ne m'étais pas entraîné pendant très longtemps, c'était une catastrophe. Oui, mais il y a une énergie... Alors oui, il y a une énergie, mais par contre, j'étais perdu sur le terrain. Je ne savais plus ce que je faisais. Comment je m'appelle ? Voilà. Mais heureusement qu'on avait des nouveaux qui sont arrivés, qui ont beaucoup aidé, comme Yacine à ce moment-là. Et on fait un tournoi incroyable. Jean-Patrick, qui se révèle aussi à ce moment-là, ce tournoi. Et on se qualifie et les joueurs en pleuraient, quoi, de se requalifier. On avait la moitié de l'équipe qui allait aller au JO pour la première fois, et l'autre moitié qui avait une nouvelle chance de gagner une médaille. Et le Covid arrive et on a peur que ça se passe pas, quoi, que ça s'annule complètement. Ça nous fait peur, parce que nous, alors là, en tant qu'athlète, c'est une catastrophe, hein. Ça fait 4 ans de nos vies qu'on se bat pour ça, quoi. Et heureusement, ils nous disent que ce sera en 2021. Donc ça nous a peut-être laissé même un petit peu de temps pour préparer. Donc ça, c'était pas mal. Au final, vous passez plus de temps peut-être dans cette équipe de France. Enfin, il y a plus de temps pour reconstruire l'équipe avec les nouveaux, les anciens. Ouais, mais on a surtout un été presque très tranquille avec du repos, quoi. C'est la seule fois de ma carrière que j'ai eu du repos. Donc ça a fait du bien, et tout le monde s'est enchaîné sur une grosse saison, je pense, pour bien préparer les Jeux. Et après, la préparation aux Jeux, c'était très concentré jeu grâce au Covid, dans le sens où on pouvait pas sortir, on était tous dans notre bulle, dans les bulles sanitaires, etc. Ça a été difficile parce qu'on était loin des familles, mais au niveau concentration pour le sport et le volley, et pas trop faire la fête. Non, mais c'est vrai en plus. Ça fait partie ça fait partie. Et du coup, on a fait une super préparation, quoi. Les Jeux Olympiques de Tokyo se déroulent donc du 23 juillet au 8 août 2021, sans public. Ouais. Samedi 24 juillet 2021, premier match des Jeux Olympiques de Tokyo et premier choc pour l'équipe de France. Vous affrontez les États-Unis dans le groupe B, le groupe de la mort. Ouais. Donc en plus de vous et des États-Unis, il y a le Brésil qui est tenant du titre, il y a la Russie. Et là, États-Unis-France, c'est une défaite sèche, 3-0.
Ça a été très dur sur nous. On avait fait une préparation à un tel haut niveau que ce match qu'on perd 3-0, il nous fracasse, quoi. Les États-Unis, ils ont fait un match incroyable. Malgré notre niveau de jeu à nous, ils nous ont tués. Donc bon, c'était dur. Et votre père, il dit quoi après cette défaite ? Il nous a un peu engueulé après le match des Américains. Pour la première fois, on a eu une engueulade dans les vestiaires entre joueurs et mon père. Moi, quand il y a une engueulade avec mon père, je me cache. Parce que je me sens mal. Je sais pas pourquoi. C'est toujours comme... Quand c'est avec moi, c'est pas grave. Mais quand il y a un autre joueur et avec mon père qui s'engueule, je me cache tout le temps. Donc c'était la première fois qu'il y a eu une engueulade. Et ça nous a un peu... Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? On va arrêter ça, c'est pas possible. Et voilà, nous on s'est remis en tête les Jeux de Rio. Non, mais on a rien appris de nos Jeux de Rio. On va refaire la même chose, on va sauter en poule et ça va être une catastrophe. Puis finalement... Après ce match, on n'a plus rien à perdre, donc on se dit mais arrête, ça sert à rien de s'engueuler, on va juste essayer et du coup contre la Russie, on fait un énorme match, on gagne 3-1 contre les Russes qui n'avaient pas perdu un match encore. Puis grâce à ce match-là, le match contre le Brésil, on avait besoin que de 2-7. Et ce match qui tombe au sol, le Brésil qui s'impose 3-2. On gagne les 2-7 qu'il fallait pour se qualifier et on finit 4e de poule. Et on va le rappeler, c'est la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale. Passer les poules, c'était le soulagement, c'était notre but. Parce que c'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire à Rio, en fait. Et après ça, c'était que du bonus, quoi. On est le mardi 3 août 2021. Vous êtes donc en quart de finale face à la Pologne. C'est déjà la meilleure position jamais atteinte par une équipe de France de volley. Ouais. Donc ça, déjà, c'est fait. Ouais, mais c'est la Pologne en face. Ouais, on a toujours des bons petits matchs contre les Polonais. Il y a des histoires avec Erwin et Kubiak qui était le joueur polonais. Donc c'était toujours... tendu. Les matchs étaient très tendus et on avait un peu la très grosse envie de les battre, ça c'est sûr. Et puis beaucoup moins de pression qu'eux, parce qu'eux étaient censés gagner, et eux aussi n'avaient jamais passé les quarts de finale en JO. Donc pour eux, leur but c'était de passer les quarts. Et nous, c'était de passer les poules, donc on n'avait plus trop de pression, et eux l'avaient encore. Donc, c'est serré quand même. Oui, c'est serré, mais vu le niveau qu'ils avaient, les gens ne pensaient pas qu'on allait gagner nous, c'est sûr. Et puis on fait un match incroyable, quoi. Kaczmarek au service, c'est tenu par Klevno, le ballon sera pour Nick. Oui, demi-finale, l'équipe de France est en demi-finale des Jeux Olympiques. Oui, voyez-vous, un truc de malade. Le volley français qui disputait son premier quart de finale au jeu est en demi. Vous vous imposez 3-7-2 et vous pensez quoi à la fin du match, que l'or n'a jamais été aussi près ? Alors c'est après qu'on a eu la pression. On a passé l'écart. Et une fois qu'on est en demi, on joue l'Argentine. Là, c'est nous qui sommes censés gagner. Et l'Argentine fait un tournoi vraiment à très haut niveau. Et c'est là où on ressent la pression. Et on gagne 3-0, mais on fait vraiment un mauvais match. On fait un très mauvais match. On est tous très stressés. Surtout qu'il n'y a pas un bruit dans la salle. Donc c'était vraiment le match le plus dur. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de public. Ouais, c'était le match le plus dur, je pense. On s'entendait... parler nerveusement, on entend nos pensées, c'est horrible parce que tu sais que si tu perds la demi-finale, tu dois faire une place 3-4, soit contre le Brésil, soit contre la Russie, et donc ça te fait peur. Mais si tu gagnes, t'es sûr d'avoir une médaille, et t'es censé gagner. Et donc c'est vraiment le match le plus dur. C'était quoi la causerie de votre père ce jeudi 5 août 2021, avant la demi-finale contre l'Argentine ? Alors, très bonne question, je n'écoute jamais mon père. Donc je l'écoute, je peux pas l'écouter. Donc je pourrais pas... je suis vraiment désolé, mais je sais pas s'il le sait d'ailleurs, mais je l'écoute rarement. Déjà en étant petit, je pense que je l'écoutais pas beaucoup, je sais pas. Mais quand il était coach, je pouvais pas l'écouter parce que ça me mangeait la tête. Quand il parle, je suis vraiment dans mes pensées et j'essaye de pas écouter parce que ça me... Enfin, même si c'est un truc d'équipe, moi j'essaye d'écouter, en général. Mais quand c'est quelque chose pour moi, ça mange tellement la tête que j'oublie. D'accord, donc on ne saura pas ce qui s'est dit. Je sais pas, j'ai un trou noir, donc je sais pas. Donc après cette victoire 3-0, ça y est, la médaille, vous l'avez. Vous allez remporter avec votre père votre première médaille olympique. Reste à savoir la couleur de la médaille. Ouais. Et là, c'est quoi ?
vous vous dites, c'est bon, on a une médaille, on est tranquille, on n'a plus de pression, un petit peu comme une fois que vous étiez qualifié, que vous étiez en quart de finale, où là, vous vous dites, non mais sérieusement, c'est une finale olympique, on ne vient pas pour juste prendre une médaille d'argent. Ouais, c'est ça. On veut absolument gagner, on dit qu'on ne peut pas perdre, et entre être champion olympique ou médaille olympique, c'est une grosse différence, je pense, à ce moment-là. Et puis la prime aussi. La différence, c'est énorme, donc on avait une motivation en plus. C'est une finale, on se dit, on ne peut pas perdre. Samedi 7 août 2021, il est 21h15 dans l'Ariake Arena à Tokyo. La finale des Jeux Olympiques commence face à la Russie. Vous savez que c'est le dernier match de votre père comme entraîneur ? Ouais. Qu'au bout de ce match, la France peut être championne olympique pour la première fois de son histoire. Au début du match, il se passe quoi dans votre tête ? Il y a beaucoup d'adrénaline. C'est l'envie de bien faire, en fait. C'est l'envie de bien terminer et de finir comme un rêve. 25-17, l'équipe de France mène 2-0 face à la Russie dans cette finale olympique. La France mène 2-7-0. Ouais. Et la Russie revient. C'est ça. Et là, c'est devenu stressant. C'est devenu stressant. Parce qu'on gagnait tranquillement, on jouait très bien. On fait un match tranquille, on mène 2-0. Et à ce moment-là, t'es obligé de gagner normalement dans une finale. C'est vrai qu'ils ont commencé à changer un peu leur jeu. Ils reviennent à 2 partout et là, c'est très 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 stressant. Et la Russie qui revient de nulle part, qui était menée 2 manches à 0 et qui est de retour à 2 manches partout. Et surtout qu'on fait un début de tie-break catastrophique. Vous n'êtes pas sur le terrain à la fin ? Non, c'est pire ? D'être sur le banc, je pense que c'est pire. C'est plus stressant. Quand on joue, on est dans notre jeu, on a l'adrénaline, la concentration, etc. Quand on est vraiment sur le côté, on encourage, mais c'est vraiment stressant. À ce moment-là, il y a vraiment l'adrénaline, la colère, l'envie de gagner tellement forte aussi d'Erwin. À ce moment-là que l'équipe, elle s'écroule pas, elle se bat vraiment encore plus et on passe devant. Champion olympique, l'équipe de France est championne olympique. Au point de la victoire, est-ce que vous réalisez tout de suite que vous êtes champion olympique ? Ouais, mais je me rends pas compte de ce que c'est après, en fait, encore. C'est juste qu'on a réalisé un rêve, on a réalisé ce qu'on avait toujours envie de faire, mais c'est un peu plus tard, vraiment, dans la vie, on se rend compte de ce qu'on a fait, quoi. Au moment de la Marseillaise, vous regardez votre père ? C'est plus pendant la célébration, c'est plus après. Je lui donne ma médaille, on en parle, on rigole, on parle aux médias et c'est plus après. Pendant la Marseillaise, il y en a beaucoup qui pleuraient, donc ça me faisait plus rire. Moi, zéro émotion quoi. Moi j'étais plus en mode rigolade, j'étais mort de rire, j'étais content. En fait, on se réalise pas qu'il y a des jeunes Français un peu, des petits cons, j'allais dire, des petits cons français qui gagnent les Jeux Olympiques au volley, quoi. Pour nous, c'est n'importe quoi. Pour nous, c'était fou. Et ça nous fait rire, ça, en fait, en tant que Français. Est-ce que le vivre en famille, ça a rendu ce sacre plus beau, même si en famille, c'était simplement votre père, puisqu'il n'y avait pas personne n'avait pu se déplacer ? Ou est-ce que c'est simplement la médaille olympique qui compte ? J'étais fier de ce qu'on a fait avec mon père, de pouvoir réaliser ça en 10 ans. C'était finir comme ça a été, pour moi, c'était incroyable. Mais après, c'est vraiment le plus important, c'était la médaille pour tout le monde, pour le volley, pour les joueurs, enfin, c'était ça le plus important, quoi. Ce qu'il y a entre mon père et moi, c'est que entre nous, quoi. Moi, c'était vraiment la consécration de 10 ans de travail difficile et de jamais lâcher, quoi. Merci beaucoup. Merci Kevin pour toutes ces confidences. De rien. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.